Bonjour Stéphane Peu, merci d'être sur ce plateau ce matin. Alors, la première question est simple, est-ce que la bataille du 1er mai est terminée ou pas? Le Premier ministre, on le voyait dans le journal, va recevoir cet après-midi des représentants des boulangers, mais aussi des fleuristes. Est-ce qu'il est en train d'essayer de déroger à cette règle d'un jour férié, chômé, payé? Bon, d'abord, nous avons réussi à l'Assemblée nationale à balayer la loi portée par Gabriel Attal et soutenue par Marine Le Pen, main dans la main. Cette loi qui était prétendue pour aider les boulangers et les artisans boulangers et fleuristes à ouvrir, en fait, était un grand mensonge, puisque dans la réalité, la loi portée par Gabriel Attal permettait aux grandes surfaces d'ouvrir, aux grandes surfaces alimentaires, aux grandes surfaces de jardinage, et en fait permettait aux salariés, aux patrons de faire travailler leurs salariés. Oui, et il élargissait effectivement le champ des métiers concernés jusque-là. Les artisans boulangers représentaient peanuts. L'essentiel, c'était les grandes surfaces. Il y avait 1,5 million de salariés qui étaient concernés par cette proposition de loi. Donc, alors, il faut rappeler qu'il y avait une proposition de loi, il y a eu une motion de rejet préalable par ceux qui défendaient le texte, et le Premier ministre a suspendu la tenue de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, ce qui fait que cette loi est pour l'instant remisée, mais que lui travaille peut-être à des négociations entre les parties prenantes. Oui, mais ça, c'est normal, si vous voulez. Nous quand on a vu la façon dont Gabriel Attal voulait à tout prix imposer cette loi sans que le Parlement puisse débattre, nous avons proposé une motion de censure aux autres groupes de gauche, de groupes communistes. Et par ailleurs, l'intersyndicale s'est reconstituée telle qu'elle avait été constituée il y a 3 ans au moment du débat sur les retraites, pour dire attention, halte là. Et donc nous avons pris, entre guillemets, en étau le gouvernement, les parlementaires de gauche à notre initiative avec une motion de censure, et les syndicats, et le Premier ministre a pris une décision qui me semble être une décision sage. Il a retiré cette proposition de loi et il a dit on ne passera pas sur une loi qui concerne le travail en écrasant et le Parlement et le dialogue social. Alors, que je comprenne bien, donc décision sage du Premier ministre, victoire d'une gauche, elle aussi reconstituée, comme le Front syndical. Pour autant, ces négociations, ces discussions qui ont lieu aujourd'hui, pour vous, est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à regarder quelques concessions faites aux boulangers et aux fleuristes? Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT, dit qu'elle n'est pas contre l'ouverture des boulangers, mais elle a un regard un peu bizarre du côté des fleuristes, parce que vous vendez beaucoup de muguets au 1er mai, au Parti communiste. Non, ce qui se passe, sans rentrer trop dans le détail, c'est que s'agissant des artisans boulangers, il existe une convention collective. Et donc, à l'intérieur de cette convention collective de branche signée par tous les syndicats, dont la CGT, il y a la possibilité de trouver un aménagement pour le 1er mai. Sur le secteur des fleuristes, il n'y a pas l'équivalent d'un accord collectif, et il est sur un périmètre qui est beaucoup plus large que les seuls artisans fleuristes. Donc, il faudrait arriver pour les fleuristes à revenir comme pour les boulangers, c'est-à-dire les artisans. Mais vous avez peur que ça s'ouvre? Parce que dans le texte de Gabriel Attal, il y avait l'un des alinéas qui parlait du commerce de détail. Vous avez peur que ce soit en fait pour les grandes surfaces et pas pour les petits commerces. Voilà, et il faudrait que la convention collective sur les fleuristes se réduise, comme c'est le cas sur les boulangeries, au secteur de l'artisanat, auquel cas je pense qu'il y a un chemin pour essayer de trouver un compromis. Qui passerait par une négociation avec les syndicats? Comment vous voyez les choses? Un accord de branche. D'accord. Alors, autre actualité parlementaire, c'était hier, on l'a appris, le retrait de la loi de Yadan, du nom de celle qui la porte, Caroline Yadan, du groupe Renaissance. Alors, c'est un débat, elle souhaite lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Les opposants, dont vous faites partie, considèrent que c'est un texte liberticide et qui souhaiterait interdire toute critique d'Israël. Le Premier ministre a tranché hier en disant qu'il y aurait un projet de loi peut-être en juin 2026. La date, c'est Renaissance qui l'a fixée, ce qui ne plaît pas à Matignon. C'est une victoire, ce retrait de la loi. Il était impossible déjà d'en discuter, mais sur le fond, vous avez signé la pétition, plus de 700 000 personnes étaient contre. C'est une victoire pour vous, même si le texte reviendra plus tard? Alors, le texte reviendra plus tard, on verra. En tout cas, pourrait revenir plus tard. Oui, il pourrait revenir plus tard. En tout cas, le Premier ministre a dit là aussi qu'il souhaitait un dialogue transpartisan et essayer de trouver un consensus. Parce que, bien évidemment, nous sommes inquiets, comme beaucoup, de la montée de l'antisémitisme. Nous sommes inquiets de voir qu'il y a beaucoup
une recrudescence des actes, des propos antisémites. Et tout ça est forcément très inquiétant pour n'importe quel républicain, n'importe quel démocrate. Je rappelle quand même que nous, communistes, la seule loi aujourd'hui, enfin une des seules lois, ou en tout cas la dernière loi qui permet de sanctionner et l'antisémitisme et le négationnisme et le racisme, c'est la loi dite Guesso, qui était une loi Ministre communiste, pour ceux qui n'étaient pas nés. portée par un député communiste qui s'appelait Jean-Claude Guesso. Donc nous sommes sur ce sujet extrêmement vigilants. Mais la loi Yadan, c'était autre chose. La loi Yadan, elle saisit l'actualité internationale et notamment ce qui se passe au Moyen-Orient pour essayer de criminaliser toute critique de l'État d'Israël. Ça, c'est absolument insupportable. Et je dirais même plus, c'est contre-productif. Parce que quel est le meilleur agent de la progression de l'antisémitisme dans le monde aujourd'hui, si ce n'est le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou aujourd'hui, qui piétine le droit international. Ce texte faisait l'amalgame entre les antisionistes et les antisémites et que ce n'est pas là que doit se passer le débat? Non, bien sûr, parce que bien sûr, il y a des gens qui utilisent, on le connaît, les Soral et autres, qui utilisent le sionisme comme une équivalence antisémite. Donc on sait qu'il existe ces amalgames. Mais essayer d'avoir une loi qui incrimine l'apologie implicite du terrorisme, enfin, vous savez, c'est le mot implicite qui choquait beaucoup les opposants. Beaucoup, et notamment les magistrats comme le juge antiterroriste Trévidic qui a dit toute son opposition à cette loi parce qu'elle n'était pas un chemin de droit correct pour un pays comme la France. Moi, je fais partie de cette génération. Je suis arrivé en politique quand j'étais jeune. On se battait pour la libération de Nelson Mandela. Quand on se battait en Afrique du Sud. Mais tous les gens et tous les grands médias, les gouvernements occidentaux disaient que demander la libération de Nelson Mandela, c'était demander la libération d'un terroriste. Et donc, c'était faire une apologie implicite de terrorisme que de lutter contre l'apartheid et demander la libération de Nelson Mandela. Donc, il faut avoir un peu de mémoire et il faut être intransigeant dans la lutte contre l'antisémitisme, mais intransigeant aussi pour préserver la liberté d'expression. Et la loi Guesso, ainsi que la loi sur la presse qui est plus ancienne, elle donne toutes les armes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est par exemple à l'école ou même dans les tribunaux, de voir des magistrats ne pas retenir la qualification d'antisémitisme pour des actes qui le sont réellement. Donc on voit bien qu'il y a un problème, non pas de l'arsenal juridique, mais il y a un problème d'appréhension et de compréhension de ce qu'est le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Alors, on parlait de l'Assemblée nationale cette nuit, enfin en tout cas hier soir. Il y a eu le rejet du texte, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais autour des ruptures conventionnelles qui réduisent la durée d'indemnisation de l'assurance chômage dans ce cas-là. C'était pourtant le fruit d'une négociation. C'est rare que l'Assemblée ne suive pas les négociations des partenaires sociaux. Le Matignon laisse entendre qu'il y aurait sans doute un nouveau vote. Mais pour vous, c'est quand même une victoire d'avoir rejeté ce texte? Oui, c'est une victoire parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui a imposé aux syndicats et aux partenaires sociaux, au patronat, de renégocier autour de ces ruptures conventionnelles. Alors, il y a des syndicats qui n'ont pas signé, la CGT, mais aussi la CFE-CGC. D'autres syndicats qui ont signé en considérant que c'était un moindre mal. Oui, il y avait quand même un texte commun. Oui, mais qui n'était approuvé et demandé par aucun des partenaires sociaux. Le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement, sans trop rentrer dans les détails, il utilise l'UNEDIC un peu comme une variable d'ajustement budgétaire. Or, si l'UNEDIC était géré par les partenaires sociaux et qu'on les laissait gérer l'assurance chômage telle qu'ils l'entendent, aujourd'hui, elle serait excédentaire de 2 milliards d'euros. Mais c'est les ponctions de l'État pour ajuster son propre budget, pour financer des choses qui n'ont rien à voir avec l'assurance chômage, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés financières à l'UNEDIC. Donc, si vous voulez, c'est un peu une utilisation du dialogue social, un détournement du dialogue social. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que ce texte n'était pas bon. Et par ailleurs, il était extrêmement dur pour ceux qui sont victimes ou qui bénéficient de ruptures conventionnelles, qui ont plus de 55 ans, c'est-à-dire les seniors. Donc on verra ce que compte faire le gouvernement avec peut-être un nouveau vote, sans doute début mai, parce qu'il y avait un vote solennel prévu, nous verrons à ce moment-là. Alors, il paraît qu'il y a une présidentielle dans un an, c'est ce que j'ai entendu dire. Y aura-t-il une candidature communiste et est-ce que vous y êtes favorable à titre personnel et éventuellement celle de Fabien Roussel, puisqu'on ne parle que de lui? Bon, moi, à ce stade, ce que je constate, c'est que l'immense
majorité des électeurs de gauche que je rencontre dans ma circonscription ou quand je lis les enquêtes d'opinion, ils aspirent surtout à ce que la gauche retrouve le chemin de l'unité, l'unité qu'on a connue au moment du nouveau Front populaire quand il y a eu la dissolution en 2024 ou de la NUPES quand il y a eu les élections législatives en 2022. Ça, c'est l'aspiration immensément majoritaire des électeurs de gauche parce qu'ils sont conscients d'une chose. Et tant mieux, c'est que de cette conscience, c'est que le risque qui pèse sur notre pays, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et que dans l'histoire... Ça n'empêche pas qu'il y ait énormément de candidats à la candidature. Oui, mais il y a des candidats à la candidature, mais vous savez, moi, quand l'extrême droite menace, quand dans un pays comme la France, qui n'a jamais porté l'extrême droite au pouvoir par les urnes, contrairement à d'autres pays européens. À chaque fois que l'extrême droite a été au pouvoir dans notre pays, c'est arrivé une fois, elle est arrivée dans les valises de l'armée allemande. Donc ce serait un traumatisme énorme et je pense que la gauche doit les dirigeants de gauche, les formations de gauche doivent se ressaisir et considérer qu'on est à un moment de l'histoire de notre pays, de l'histoire politique de notre pays, où les querelles doivent être mises de côté et essayer de tracer le chemin de l'unité, je le dis, pour toutes les formations de gauche, y compris la mienne, alors, le Parti communiste. Je vais surinterpréter peut-être ce que vous venez de dire. Est-ce que vous seriez, vous, alors à titre personnel, vous n'allez pas engager le Parti communiste, prêt à vous ranger derrière celui qui devrait se déclarer dans peu de temps, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est la candidature unique qu'il y aura, alors qu'il y a une primaire de la gauche et des écologistes? François Hollande pointe le bout de son nez, dit qu'il se prépare, Raphaël Glucksmann aussi. Est-ce que le paysage n'est pas éclaté et que votre demande n'est pas déjà lettre morte? Mais le paysage est éclaté, mais en même temps, il faut essayer de comprendre pourquoi la gauche, elle en est arrivée là. Elle en est arrivée là pour toute une série de raisons, mais aussi parce que la gauche d'accommodement, la gauche d'accompagnement, voire parfois la gauche de renoncement, qui a un peu incarné François Hollande quand il a été au pouvoir de 2012 à 2017, a tellement déçu et a tellement copié la droite dans ses orientations politiques qu'à un moment donné, les gens ont sanctionné la gauche parce qu'ils attendent autre chose d'une politique de gauche, comme ils l'ont pu le connaître du temps de Lionel Jospin ou à d'autres moments de notre histoire. Donc moi, ce que je considère, c'est que de toute façon, il faut que la gauche soit unie, et en même temps qu'elle entende aussi l'aspiration à des changements radicaux et à une politique de gauche radicale au sens on prend les problèmes à la racine et on ne se fait pas du petit accommodement avec les politiques libérales comme malheureusement la gauche l'a trop souvent fait ces 20 dernières années. On verra ces prochains mois s'il y a un ou deux candidats ou plusieurs comme ça en prend le chemin en ce moment. Merci d'être venu ce matin. Merci. Stéphane Peu sur le plateau de France Info.